Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Depuis le 13 juin, Israël et Iran continuent d'échanger les frappes. À Jérusalem et Téhéran, comme ailleurs dans les deux pays, les sirènes retentissent. Les attaques israéliennes qui ont visé des centaines de sites militaires et nucléaires ont déclenché un conflit sans précédent. L'objectif de ces attaques, empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique. Au moment de l'enregistrement de ce podcast, au 5e jour de l'escalade, le bilan était de 224 morts en Iran et de 24 morts côté israélien, selon des sources officielles. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé vouloir changer la face du Moyen-Orient. Téhéran, de son côté, a promis de bombarder Israël aussi longtemps qu'il le faudra pour mettre fin à l'attaque. Israël peut-il atteindre ses buts de guerre ? Quel risque à l'échelle mondiale ? Une désescalade est-elle possible ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons interrogé 3 chercheurs spécialistes du Moyen-Orient. Kevan Gafaïti, enseignant à Sciences Po et chercheur au centre Thucydide de l'université Paris II Panthéon-Assas, Thomas Junod de l'université d'Ottawa et Jérémy Dieudonné de l'université catholique de Louvain. Sur le fil. Alors que les bombes, drones et missiles continuent de frapper, de nombreux dirigeants du monde entier appellent à la désescalade, comme ce fut le cas des pays du G7 réunis lundi au Canada. Les pays du G7 estiment que l'Iran est la principale source d'instabilité et de terrorisme dans la région. L'Iran les accuse de parti pris. Donald Trump, pour sa part, reste flou sans promettre un soutien militaire direct à Israël. Il a exigé de l'Iran l'abandon complet de son programme nucléaire. Et pour l'instant, sans pression du grand allié américain, la désescalade ne semble pas au rendez-vous. Pour Thomas Junod, le véritable frein sera sans doute le manque de munitions. Je pense que le scénario le plus plausible, c'est que ça se mesure en semaines. En quelques semaines, Israël va être capable d'atteindre au moins une bonne partie de ses objectifs. Au-delà de quelques semaines, il y a la question des munitions. Les stocks vont commencer à baisser. Et il y a aussi la question de la pression domestique en Israël qui va éventuellement commencer à monter là, pour mettre un terme aux opérations. Kevan Gafaïti. Vous avez une aide américaine, il faut le mentionner, et une aide européenne qui s'est aussi accrue, mais qui commence à arriver à certaines limites matérielles. Ce sont des ressources finies en tant que telles. Il faut recadrer les chiffres. On parle d'environ 3000 missiles balistiques en stock côté iranien, à peu près pour une centaine côté israélien. Vous voyez déjà, sur le plan balistique, on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Mais ça, c'était avant le vendredi. Et vous avez vu tous les échanges de tirs. L'intensité du conflit est déjà palpable sur le terrain. Côté iranien, par exemple, les spectateurs ont assisté à la frappe contre la télévision iranienne IRIB en plein direct. Et en Israël, comme dans ce quartier de la ville méditerranéenne de Bnei Brak, où la frappe est arrivée avant que les habitants n'aient eu le temps de se mettre à l'abri. Toutes nos maisons ont été détruites. Nous avons vécu la terreur ici. Personne ne pensait que ça arriverait. Eh bien, cela nous est arrivé à nous aussi. Lorsque vous entendez qu'il y a des attaques de plusieurs dizaines, centaines de missiles, ce sont des coûts énormes. L'économie iranienne est ce que l'on appelle une économie de résistance, qui est lourdement sanctionnée depuis 1979. Donc l'économie iranienne est vraiment à flux particulièrement tendu, et donc c'est pour ça que on n'a pas besoin de se dire dans 5 ans, dans 10 ans, même d'ici 3 à 6 mois, va vraiment se poser et du côté iranien et du côté israélien une question du coût économique de la guerre. En se lançant dans cette guerre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou vise officiellement 2 objectifs. Le premier, détruire le programme nucléaire iranien. Il considère que l'obtention par l'Iran de l'arme atomique représenterait une menace existentielle pour son pays. L'Iran se défend de vouloir se doter de l'arme nucléaire, mais continue de produire de l'uranium enrichi. L'Iran est le seul pays du monde non détenteur d'armes nucléaires à produire une telle matière, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA.
Pour autant, dans son dernier rapport, l'agence indique qu'elle ne dispose d'aucune indication crédible confirmant l'existence d'un programme nucléaire militaire structuré, comme cela a pu être le cas par le passé. Alors Israël peut-il détruire le programme nucléaire iranien ? L'objectif est-il atteignable ? Les 3 chercheurs que nous avons interviewés s'accordent. Alors ça, la réponse est très claire. Non, Israël n'est pas et ne sera pas capable d'éliminer, de démanteler complètement le programme nucléaire iranien. Selon Thomas Junod, le programme est en effet très avancé. Premièrement, le programme nucléaire iranien, au niveau de ses infrastructures physiques, est très élaboré. Il est répandu partout dans le pays. Il y a des sites à Fordo en particulier, dans un bunker en dessous d'une montagne, plusieurs dizaines de mètres sous terre. Il y a des centres de recherche dans des universités, dans des milieux urbains. Donc non, les infrastructures physiques ne peuvent pas être complètement éliminées, même si elles sont en train d'être affaiblies. De toute façon, un programme nucléaire, c'est aussi l'expertise, la connaissance de milliers de scientifiques et techniciens. On donne souvent le chiffre d'environ 3000, même si en pratique, là, c'est un estimé. Et même si certains dirigeants sont assassinés, les 3000 participants, les scientifiques, les techniciens, les gestionnaires, eux ne peuvent pas être assassinés au complet. Et donc, si l'Iran décide de réaccélérer son programme nucléaire une fois que la phase de violence va être terminée, l'Iran va être capable de le faire grâce à cette expertise-là. Grâce à ces frappes, Israël pourrait en tout cas retarder le programme iranien. Mais Benyamin Netanyahou fixe aussi un deuxième objectif, entraîner un changement de pouvoir incarné par le guide suprême depuis 1979. Guide suprême, lui-même épaulé par les gardiens de la Révolution, les Pasdaran. Kevan Gafaïti. C'est un objectif qui est revendiqué par Israël parce que voilà, il y a une opposition systémique, presque génétique entre les deux régimes constitutionnels. Vous savez, je suis universitaire et ça fait depuis 46 ans que l'on voit des articles scientifiques qui nous attestent que dans 6 mois, la République islamique va tomber. Et bien, quelque part, je crois que c'est plutôt l'inverse pour quelque chose qui est assez connu, c'est ce qu'on appelle l'effet drapeau. Quand bien même vous pouvez avoir de très fortes divergences systémiques, l'Iran ici ne fait pas exception, l'Iran connaît une contestation politique comme tout État, et ce qu'il faut voir est qu'en réalité, vous avez eu vraiment la population qui s'est, bon gré pour certains, mal gré pour d'autres, ralliée derrière la défense du territoire national. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Pour autant, cette guerre pourrait quand même affaiblir le pouvoir iranien, selon Jérémy Dieudonné. C'est assez difficile à dire dans quel sens ça pourrait aller maintenant. J'imagine que si Israël a une réelle volonté de renverser le régime, ils vont d'une manière ou d'une autre aussi inciter certains groupes au sein de l'Iran à sortir et manifester contre les régimes pour essayer de faire quelque chose. Vu l'infiltration qu'on a vue dernièrement du Mossad en Iran, on peut imaginer en tout cas qu'ils aient des possibilités d'attiser certains groupes à faire quelque chose. Mais à voir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Rappelons que l'Iran a vécu plusieurs manifestations contre le pouvoir ces dernières années. Fin 2019, d'importantes manifestations contre la hausse du prix du carburant ont débouché sur des émeutes. Fin 2022, la jeunesse s'était mobilisée après la mort de Mahsa Amini, qui avait été arrêté par la police des mœurs pour violation présumée du strict code vestimentaire islamique imposé aux femmes dans le pays, un mouvement souvent appelé Femmes, Vie, Liberté. Thomas Junod. Ce qui me fait un peu peur dans les scénarios de changement de régime, autant la République islamique, c'est un régime absolument odieux pour sa propre population, pour l'instabilité, la violence que le régime répand dans la région. Il n'y a pas d'alternative. Pour être plus précis, il n'y a pas d'alternative démocratique organisée. L'opposition en Iran a été exécutée, emprisonnée ou poussée à l'exil, donc il n'y en a pas. Oui, il y a des individus, mais il n'y a pas de mouvement organisé. Et l'opposition en exil est extraordinairement fragmentée. La seule alternative, et c'est là où on rentre dans des scénarios inquiétants, c'est un coup d'État plus ou moins formel par les gardiens de la Révolution, où on passerait d'une théocratie, d'une république islamique, à une dictature militaire plus formellement. La question que nous avons aussi posée aux chercheurs, c'est est-ce que l'on risque un embrasement dans la région ? Les experts restent prudents. Il y a peu de pays qui, je pense, voudraient s'impliquer directement. Les pays arabes ont déjà dit que eux, ça les intéressait pas, qu'ils voulaient absolument rester en dehors de tout ça pour éviter qu'il y ait une guerre totale dans le Moyen-Orient. Finalement, la plus grosse possibilité d'implication d'autres pays dépend un petit peu de l'Iran, dans la mesure où, c'est la question qu'on se pose depuis vendredi, est-ce que l'Iran va oser attaquer des bases américaines ou occidentales de manière plus générale ? Et d'ailleurs, Trump l'a encore dit récemment que
si l'Iran touche les bases militaires américaines, il y aura une réponse particulièrement importante de la part des États-Unis. Et donc, il y a un peu un jeu d'équilibriste ici où il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on a été attaqué et donc on ne peut pas rester les bras croisés. Mais il faut que ce quelque chose ne soit pas trop fort non plus pour pas qu'on soit complètement détruit par la suite. Ici, il faut comprendre en quoi les dynamiques régionales ont changé depuis 18 mois. Avant 2023, la perspective d'embrasement régional était très plausible, où le Hamas, le Hezbollah, plus récemment les Houthis, des groupes en Syrie jusqu'en décembre 2024, en Irak, tous ensemble encercleraient Israël et frapperaient Israël de partout. Et ça, c'était effectivement le scénario catastrophe pour Israël. Aujourd'hui, ce scénario catastrophe-là a été éliminé par les victoires décisives d'Israël contre le Hamas et le Hezbollah, par l'élimination du régime Assad. En Irak, les milices pro-iraniennes sont encore très fortes, mais elles sont très concentrées sur des questions internes. Les Houthis au Yémen représentent l'exception. Ils sont, eux, plus forts qu'ils l'étaient il y a 2 ans ou il y a 5 ans. Mais les Houthis, il faut toujours garder un point en tête. Ils sont à 2000 km d'Israël. Alors, le scénario d'embrasement, comme on le craignait jusqu'en 2023, il n'existe plus vraiment. Il n'y a personne qui va venir aider l'Iran. Et justement, c'est ça qui retient l'Iran. Alors, quand on réfléchit à des scénarios d'embrasement additionnels, est-ce que l'Iran va attaquer des intérêts américains? Je l'exclurais pas, mais je crois que c'est peu probable. Les dirigeants iraniens sont pas fous, ils sont pas des religieux apocalyptiques messianiques, ils veulent éviter cette pression additionnelle. Pour Kevan Gafaiti, cette guerre sert aussi un troisième objectif. Lorsqu'un État, lorsqu'un dirigeant lance une guerre, ça permet de détourner l'attention des autres théâtres d'opération, parmi lesquels, typiquement, la Palestine, parmi lesquels, typiquement, le Liban. Vous savez comment le Premier ministre Benjamin Netanyahou fait face à une crise politique interne. Il est de plus en plus, chaque jour, critiqué au sein de la Knesset, le Parlement israélien. Et donc, finalement, par mimétisme, on a aussi un effet drapeau. Regardez, on est attaqué maintenant par l'Iran. Je suis votre Premier ministre, je suis le dirigeant. Je suis très vocal sur la défense d'Israël d'un point de vue matériel et d'un point de vue politique. Donc, il faut vraiment, encore une fois, se rallier derrière moi. Finalement, comment sortir par le haut? Un accord sur le nucléaire iranien est-il possible? Donald Trump, en tout cas, en veut un nouveau. Un accord négocié par Barack Obama avait été signé en 2015 avant que le président américain n'y mette un terme unilatéralement en 2018 lors de son premier mandat, arguant que les Iraniens ne respectaient pas leurs engagements. Des pourparlers étaient en cours avant l'attaque d'Israël. Les cartes sont complètement rebattues. C'est le président américain Donald Trump qui dit a deal between Israel and Iran is still possible. Nous pouvons avoir un accord entre Israël et l'Iran comme étant très possible. Bon, à court terme, encore une fois, je n'y crois pas. Est-ce que maintenant il peut y avoir en fait une forme de retenue de chaque État par leurs partenaires réciproques? C'est quelque chose qui est plus envisageable. Par réflexe, les États-Unis sont les alliés d'Israël et donc une certaine marque de soutien. Est-ce que maintenant, en off, vous avez l'administration Trump qui exhorte Israël à calmer le jeu, cesser les hostilités? Oui, assurément. Pour une raison toute simple, les États-Unis étaient en train de négocier avec les Iraniens pour le nucléaire. Ils veulent ce deal. Trump est un homme politique qui veut son deal. Il a détricoté le deal d'Obama, l'accord de Vienne de 2015, pour avoir son deal. Et du côté iranien, on peut certainement penser que la Russie et la Chine, qui ne sont pas des alliés mais des partenaires, pourrait-on dire, de Téhéran, peuvent être sollicités par l'Iran pour essayer de trouver d'autres voies diplomatiques. Avec ce conflit, les cours du pétrole qui étaient en baisse ont remonté. L'une des grandes craintes des marchés, un blocage par l'Iran du détroit d'Ormuz qui sépare l'Iran et les Émirats arabes unis et par lequel transite 20% du pétrole mondial. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis Maxime Mamet. Sur le fil revient demain.